aujourd'hui, sur le sujet des intelligences artificielles et du profilage, j'ai décidé de vous parler un peu plus spécifiquement du rôle que peuvent jouer les données dans ce phénomène-là. Donc, je propose qu'on s'intéresse aux jeux de données, c'est-à-dire aux datasets. C'est la traduction française, jeux de données, du terme dataset. Donc, aux jeux de données et à leur influence sur le maintien, la reproduction et aussi l'amplification de la discrimination et du profilage à l'égard de certaines communautés ou de certains groupes spécifiques. Donc, en premier lieu, il y a une chose très importante que je voulais souligner, et c'est qu'une intelligence artificielle ou les systèmes d'intelligence artificielle, plutôt, c'est le fruit d'une collaboration entre des composantes qui sont humaines et non humaines. Par là, ce que j'entends, c'est qu'il s'agit vraiment d'un processus de collaboration entre des programmeurs, des programmeuses, des mathématiciens, des mathématiciennes, mais aussi des protocoles informatiques et différentes applications d'apprentissage automatisées ou semi-automatisées. Donc, c'est vraiment une série d'allers-retours, je dirais, entre des manipulations humaines et l'entraînement des algorithmes qui va justement permettre le raffinement du fonctionnement d'une IA. Donc, c'est un travail de coopération, mais il est surtout initié par des humains. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je le souligne justement parce que c'est important de garder en tête que toutes les actions que les IA vont performer, les tâches qu'elles vont accomplir ou les résultats qu'elles vont produire, elles peuvent être influencées, que ce soit positivement ou négativement, par un ensemble de valeurs, de biais, de préjugés, qui soient favorables ou non, qui, eux, proviennent définitivement des humains. Et c'est pour cette raison-là que je parle d'encodage des valeurs humaines. Donc, en ce sens-là, les humains, étant donné qu'ils ont une place centrale dans le processus de création des intelligences artificielles, on va procéder à une certaine forme d'encodage de ces valeurs-là au sein des dispositifs informatiques. Et je le souligne parce que jusqu'à maintenant, il y a eu, disons, deux grands mythes qui ont rendu possible la déresponsabilisation des humains dans des situations où la technologie a discriminé des individus. Le premier mythe, ce serait celui des intelligences artificielles autonomes ou, comme les appelle le chercheur David Rose, les technologies enchantées, the enchanted object. Par là, quand j'utilise ce terme-là de technologie enchantée, c'est un peu pour nous renvoyer aux imaginaires sociaux qui entourent les technologies et à la manière dont on a souvent l'impression qu'elles réalisent presque magiquement les tâches qu'elles sont chargées d'accomplir. Donc, il y a vraiment une vision persistante selon laquelle les IA seraient justement dotées d'une agentivité forte, qu'elles seraient presque autonomes. Donc, ce mythe tend justement à invisibiliser un peu les interventions humaines pour mieux nous vendre l'idée que ces technologies-là sont indépendantes ou presque indépendantes. Il y a la théorie, par exemple, de la singularité du philosophe Ray Kurzweil, selon laquelle les IA vont un jour atteindre un stade où elles vont dépasser les capacités intellectuelles des humains, qui contribuent énormément à ce mythe. C'est une théorie qui est très populaire, sans dire qu'elle est véridique, simplement que c'est une théorie populaire qui contribue à mythifier, disons, l'autonomie des intelligences artificielles. Il y a aussi tout un pan, je dirais, de la science-fiction qui est vraiment basée sur ce mythe-là. Par exemple, l'intelligence artificielle HAL dans l'Odyssée de l'espace, c'est probablement un des exemples les plus probants de ce mythe-là. Et c'est un mythe qui rend justement possible une conception de la technologie où, si l'IA va produire un résultat qui est erroné, on va avoir tendance à penser que c'est une erreur technique, c'est un glitch ou une erreur qui provient de la technologie en elle-même et pas nécessairement une erreur qui est strictement humaine. Et ce mythe-là, ce premier mythe-là, je dirais qu'il en nourrit aussi un second, soit celui de la prétendue neutralité technologique. Donc, il y a une bonne partie du mouvement de robotisation et d'automatisation du travail qui repose sur le fait que des technologies pourraient ou vont permettre d'enrayer les formes de discrimination dans les processus décisionnels. Donc, dans les discours corporatifs, les compagnies vont souvent promettre, ou les agences fédérales même, on vient d'évoquer la question dans la dernière présentation, donc les compagnies ou les agences qui expliquent et promettent presque que l'implémentation des IA dans plusieurs sphères, dont la sphère du travail, va venir placer les prises de décision à l'abri des stéréotypes et des biais, et qu'en ce sens-là, la technologie serait plus juste, elle serait plus impartiale que l'humain, et donc elle serait meilleure. C'est probablement la dimension qui est la plus insidieuse, disons, dans les discours qui entourent l'intelligence artificielle,
parce que en statuant que les technologies sont des outils qui seraient neutres et impartiaux, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient banaliser, on vient naturaliser par les voies de la technique des nouvelles formes de profilage et de discrimination. Donc, grâce aux technologies, on vient autoriser des nouvelles itérations du profilage et on les fait justement opérer sous le sceau de la neutralité scientifique. Et c'est vraiment pour cette raison-là que je trouvais assez primordial quand même de commencer ma prise de parole en rappelant qu'une IA, c'est d'abord et avant tout le résultat d'une coopération au sein de laquelle les humains jouent vraiment un rôle qui est central, voire qui est cardinal. Donc, c'est un peu à partir de ce constat-là, qui devient plus facile de comprendre un peu que tous les dispositifs technologiques, ils contiennent des principes et des intérêts qui reflètent les valeurs de leurs concepteurs et de leurs conceptrices et des industries ou des laboratoires de recherche pour lesquels ces personnes-là travaillent. Donc, plus souvent qu'autrement, on se rend compte un peu que la technologie est aussi normative que les sociétés qui la produisent et qu'elle va reproduire des motifs d'exclusion ou d'inclusion qui fondent sa culture. Donc, je voudrais synthétiser un peu ma pensée avec une citation de Lucie Dalibert qui explique que les technologies ne sont ni des instruments neutres, ni des objets passifs. Elles matérialisent plutôt des normes et des valeurs et elles façonnent les comportements, les actions et les perceptions des êtres humains. Donc, à partir de cette citation de Lucie Dalibert, vous comprendrez que la conception de la technologie, disons, avec laquelle moi je travaille et que je soumets aujourd'hui à votre attention, c'est la suivante. C'est donc les systèmes d'intelligence artificielle sont le résultat d'un encodage de valeurs, de visions et de postures humaines dans un dispositif informatique. Donc, sur ces bases-là, il est assez fréquent de voir se déplacer des formes de discrimination dans le champ technologique, et c'est ce qu'on pourrait appeler la technologisation des oppressions. C'est-à-dire que les technologies rendent possible le maintien de certaines pratiques discriminatoires, telles que le profilage racial, mais surtout qu'elles en génèrent des nouvelles formes inédites. Donc, les effets de ces discriminations-là, si on tente, disons, de les répertorier en deux grandes catégories, je dirais que les effets oscillent vraiment entre une invisibilisation des personnes non blanches ou encore une survisibilisation de ces mêmes personnes, mais toujours à leur détriment. Donc, lorsqu'il y a une forme de profilage, bien sûr, donc toujours à leur détriment en ce sens-là. Donc, d'une part, on se retrouve souvent dans des situations où il va y avoir, disons, des technologies de reconnaissance faciale, par exemple, qui vont être incapables de lire les visages de personnes racisées avec autant d'acuité que ceux des personnes blanches. Donc, il y a là vraiment un déni de reconnaissance de leur visage et de leur humanité qui se joue à cet endroit. C'est-à-dire que la technologie fonctionne moins bien auprès de ce groupe de personnes-là. Donc, elle n'a ni été pensée ni développée pour elles. Donc, on se retrouve dans ces situations-là, dans des situations où ces personnes-là, sont invisibilisées par les technologies. Donc, les IA procèdent vraiment à un effacement de leur présence dans ces cas de figure-là. D'autre part, dans d'autres figures de cas, ces technologies vont venir survisibiliser ces mêmes personnes et ça va devenir dangereux si la technologie est, par exemple, déployée dans un contexte de surveillance. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, la police londonienne utilise des IA de reconnaissance faciale dans l'espace public pour identifier des individus. Et non pour authentifier des individus, mais bien pour les identifier. Donc, il y a beaucoup de cas d'identification qui sont erronés, qui sont survenus dans les dernières années, et ces erreurs sont presque toutes commises à l'égard de personnes racisées, surtout des citoyens noirs. Donc, ces personnes-là sont rendues survisibles, disons, dans l'espace public. Elles sont survisibilisées par le biais de la technologie et ça les rend susceptibles d'être interpellées par la police pour des raisons qui ne sont pas nécessairement valides. Donc, on comprend vraiment ici que les personnes racisées, particulièrement les personnes noires, sont soit invisibilisées ou survisibilisées par la technologie, mais elles sont trop souvent vulnérables face aux intelligences artificielles dont la prétendue neutralité se fixe presque toujours sur des standards qui sont blancs. Donc, j'aimerais maintenant qu'on regarde un peu ensemble quelles sont les étapes, disons, du processus de fabrication d'une IA pour mieux comprendre à quel moment les biais humains peuvent s'insérer dans le processus d'élaboration d'une intelligence artificielle et quel est justement le rôle, disons, des données dans ce processus-là. Donc, moi, je vais vraiment spécifiquement aussi parler d'apprentissage machine, c'est-à-dire de machine learning,
parce que c'est la méthode la plus employée pour générer des IA. Il y a d'autres formes d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment celle avec lesquelles on interagit le plus. Puis c'est vraiment l'endroit où il y a le plus, disons, de recherche, autant dans le secteur public que privé. C'est vraiment le machine learning qui est le plus populaire, disons-le comme ça. Donc, je dirais que dans le cas du machine learning, pour générer une IA, il faut d'abord entraîner le système informatique à accomplir la tâche à laquelle on la destine. Et donc, par entraînement, ce que je veux dire, c'est qu'on va lui fournir une série de consignes et des exemples sur lesquels elle va pouvoir, disons, se pratiquer à trouver la bonne réponse. Donc, pour qu'elle nous fournisse des résultats, il faut qu'on lui donne des exemples sur lesquels elle peut se fier. Et ces exemples-là, ce sont justement des jeux de données. Donc, si je veux qu'une IA soit en mesure de reconnaître une image de chien, je dois lui fournir plusieurs images de chiens sur lesquelles elle va s'entraîner. Aussi des dessins ou des illustrations ou des gravures de chiens, donc une série d'images différentes de chiens si je veux que l'objectif soit de développer l'aptitude à reconnaître un chien. Donc, il y a 3 grandes étapes dans le traitement des données. Et la première étape, ça va être de choisir ces données, tout simplement. Donc, c'est le moment où je dois choisir les jeux de données qui vont constituer les réponses à la requête que je vais soumettre à mon programme. La seconde étape, c'est celle de l'étiquetage des données, ce qu'on appelle aussi le data labeling. Donc, il faut étiqueter les données, donc les annoter, les nettoyer, les structurer ou les classer pour qu'elles soient, disons, digestes pour un programme informatique, c'est-à-dire qu'elles puissent constituer une information qui va être utilisée pendant l'entraînement de cette IA-là. Donc, la dernière étape, c'est justement de créer un modèle d'entraînement. Donc, une fois entraîné à trouver la réponse valide à la question ou à la requête initiale, l'IA va justement être capable de, par exemple, reconnaître une image, détecter l'emplacement d'un objet, reconnaître une voix ou de produire une recommandation, dépendamment de la requête initiale, bien sûr. Bref, c'est ça, l'IA va être en mesure de répondre à la question qui a été posée au départ. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est vraiment qu'à une ou à plusieurs de ces étapes, il y a des manipulations qui sont réalisées ou du moins supervisées par des humains. Donc, que ce soit de choisir les données que j'utilise, la manière dont je vais les organiser, les ordonner, ou la valeur que je leur attribue au sein d'une formule, il s'agit toujours d'interférences humaines. Donc, j'identifie, disons, 3 sources, 3 manipulations des données qui peuvent entraîner des résultats potentiellement biaisés chez une intelligence artificielle. Donc, la première, c'est la plus évidente, on l'a un petit peu évoqué plus tôt, puis elle concerne la diversité de l'échantillon des données avec lesquelles on va travailler. Donc, si on utilise des données qui sont trop peu diversifiées, notre intelligence artificielle va avoir une conception, disons, une vision étroite de ce que peut représenter une bonne réponse. Donc, très simplement, là, par exemple, si je veux qu'une application soit en mesure de reconnaître le visage d'une personne racisée, je dois lui fournir d'autres choses que des images d'hommes blancs pour qu'elle puisse s'entraîner à valider cette réponse-là comme étant une bonne réponse. Donc, il faut que les jeux de données que j'utilise soient le plus inclusifs possible, le plus représentatif de la réalité pour que le modèle d'entraînement soit optimal. Donc, c'est vraiment primordial d'utiliser des jeux de données qui soient éthiques, donc qui sont représentatifs non seulement des groupes dominants, mais de toutes les personnes qui sont propices à plus tard interagir avec cette intelligence artificielle. Sinon, la technologie va inlassablement reconduire de la discrimination à l'encontre de communautés spécifiques qui ne sont pas visibles dans les jeux de données. Dans certains cas, on l'a aussi évoqué plus tôt, c'est l'inverse qui peut se produire. C'est-à-dire qu'on va fournir trop de données sur un groupe spécifique à un modèle d'entraînement à un point où l'IA va fréquemment arriver à des résultats qui sont teintés par des stéréotypes. Par exemple, cette année, en 2022, il y a une équipe de chercheurs de l'Université Johns Hopkins, de la Georgia Institute of Technology et de l'Université de Washington qui ont utilisé des grands ensembles de données extraits d'Internet, donc des grands ensembles clés, pour créer une IA à laquelle on demandait d'associer des professions ou des statuts sociaux à l'IA. Donc, on lui demandait d'associer professions, statuts sociaux à des profils d'individus. Et ils ont constaté que l'intelligence artificielle en question était incapable de classifier des images sans faire preuve de préjugés, qu'elle succombait, disons, constamment aux stéréotypes.
Donc, quand on l'interrogeait, elle identifiait presque exclusivement les femmes comme étant des ménagères au détriment des hommes. Elle identifiait les hommes noirs comme étant des criminels, 10% de plus qu'elle identifiait les hommes blancs comme étant des criminels. Et la même chose quand on lui demandait d'identifier un profil d'individu au métier de concierge, ben, elle identifiait les hommes sud-américains comme étant des concierges, 10% de plus qu'elle le ferait avec des hommes blancs, par exemple. Donc, ce que démontre un peu cet exemple-là, cette étude-là, c'est que dans certains cas, être surreprésenté dans un ensemble de données, mais c'est tout aussi problématique que de ne pas l'être assez parce que ça vient reconduire des stéréotypes. Donc, la deuxième manipulation de données dont je voulais vous parler aussi concerne un étiquetage biaisé des données. Donc, dès qu'on accorde une valeur à une donnée, dès qu'on l'étiquette, on lui appose une étiquette, bien, il y a une possibilité de biaiser le résultat. Par exemple, les données peuvent être étiquetées sur les bases de la subjectivité. On peut les étiqueter de manière subjective si elles sont étiquetées manuellement par des humains. Donc, si on demande aux étiqueteurs et aux étiqueteuses d'apposer des étiquettes avec une valeur qualitative, par exemple, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid, évidemment, on se retrouve avec des étiquettes qui peuvent potentiellement être hautement subjectives. Donc, il faut s'assurer d'encadrer la subjectivité et de suivre sur des balises inclusives. Ça veut dire qu'on ne peut absolument pas travailler avec des valeurs qualitatives, mais il faut évidemment les encadrer. Il y a aussi une autre problématique, c'est si les données sont étiquetées de manière automatisée ou semi-automatisée, donc avec moins d'intervention humaine, il peut subsister ce qu'on appelle quand même des biais historiques sur les étiquettes. Donc, un biais historique va se produire lorsque j'utilise des jeux de données qui reflètent plus nécessairement une réalité actuelle, mais qui viennent quand même structurer le processus décisionnel d'un algorithme. Donc, les biais historiques contribuent justement à maintenir les iniquités du passé au présent. L'exemple que je vous donnerais, ce serait celui de la compagnie Amazon, qui, en 2014, avait confié le recrutement de ses employés à un algorithme de recommandation. Donc, il venait classifier en ordre d'intérêt, disons, les CV des candidats et candidates qui déposaient leur candidature. Et on s'est rendu compte que l'IA écartait systématiquement les candidatures féminines parce que dans les jeux de données sur lesquels elle s'entraînait, les candidatures masculines étaient celles qui avaient été retenues dans le passé le plus souvent. Donc, les candidatures des hommes étaient étiquetées comme étant meilleures que celles des femmes. Si historiquement, on discriminait les femmes lors du processus d'embauche chez Amazon, ou encore s'il y avait peu de femmes qui présentaient leur candidature dans le passé, bien, l'algorithme est simplement venu automatiser un motif récurrent du passé au présent. Enfin, la troisième manipulation problématique dont je voulais vous parler, c'est l'analyse biaisée des données. Donc, les biais d'analyse, ce sont des biais qui surgissent lorsque les humains créent, disons, des corrélations illusoires ou biaisées entre les jeux de données et les objectifs de l'algorithme. Donc, parmi ces biais d'analyse, on peut trouver des biais de confirmation, c'est-à-dire des situations où les conclusions que les humains vont venir tirer de leurs analyses des données, bien, elles vont venir refléter un point de vue préexistant. Donc, une norme ou un stéréotype que la technologie va simplement venir renforcer. Et c'est vraiment pour cette raison qui est assez important de se demander justement si son modèle est fiable ou s'il ne vient pas reconduire des corrélations, par exemple, racistes ou sexistes. Donc, c'est vraiment impératif d'analyser l'équité du modèle d'entraînement. Donc, je vous invite à garder en tête que lorsqu'une IA affiche des résultats qui sont discriminatoires, souvent, il ne s'agit pas nécessairement d'un seul biais qui s'est glissé, disons, dans le processus de création de l'intelligence artificielle, mais bien d'une combinaison de biais humains qui peuvent arriver à plusieurs moments dans le processus et qui font justement un peu un effet boule de neige. Donc, ce n'est pas nécessairement un seul biais qui s'est glissé à un moment très clair et distinct, mais vraiment qui va interférer avec l'ensemble du processus. Donc, pour la suite du webinaire, ce que je vous proposerais, ce serait de s'intéresser à deux cas où les intelligences artificielles ont fait preuve de profilage racial et on va essayer un peu d'analyser l'origine de ces biais un peu et les effets, bien sûr, que ces biais-là ont eu sur les populations concernées.
Donc, un premier exemple probant de profilage racial perpétué par une IA concerne l'algorithme qui a été conçu par une compagnie américaine qui s'appelle Predpol et qui se spécialise dans les pratiques policières préventives. Donc, Predpol, c'est le nom du logiciel et c'est la contraction des mots predictive et policing. Donc, depuis près de 10 ans et jusqu'en 2022, puisque le contrat a été résilié cette année, la police de Los Angeles a utilisé cet algorithme prédictif pour déterminer un peu dans quel quartier les agents devaient patrouiller plus intensivement ou moins intensivement. Donc, c'est un algorithme de recommandation qui en fait constitue l'algorithme Predpol. Et il a été constaté que l'algorithme recommandait constamment de patrouiller des quartiers plus défavorisés et dans lesquels la population était très majoritairement non blanche. Bon, la question qu'on se pose évidemment, c'est pourquoi? Bien, une des premières raisons, c'est que l'algorithme en question a été entraîné à partir d'archives judiciaires qui, historiquement, bien, reflétaient une surveillance policière soutenue à l'égard des communautés racisées de la ville. Donc, les prédictions de l'algorithme reconduisaient au présent le fruit de pratiques policières qui étaient, disons, racistes ou du moins non inclusives et inéquitables à partir de données qui étaient récoltées dans le passé. Donc, on est face, disons, à ce qu'on peut appeler justement un biais historique, comme je venais de l'évoquer. Donc, il s'agit un peu d'un cercle vicieux où les algorithmes réinscrivent des pratiques oppressives et discriminatoires au présent, puisque les algorithmes d'apprentissage utilisent des données qui sont un peu partielles dans certains cas et qui leur sont fournies par des sociétés qui sont elles-mêmes un peu fondées entre la différenciation entre les groupes sociaux. Donc, l'algorithme de Predpol rend possible la technologisation du profilage racial parce qu'il reproduit simplement les jeux de pouvoir qui lui ont été enseignés au passé. Aussi, dans le cas de Predpol, il y a une étude qui a été publiée en 2019 par le AI Now Institute de l'Université de New York, qui est une organisation qui étudie les effets de l'intelligence artificielle sur les sociétés et qui s'est justement penchée sur le cas de Predpol et sur la présence de ce que l'étude nomme des dirty data dans les jeux de données qui ont été utilisés pour sa conception. Cette catégorie, les dirty data, inclut, dans le fond, les données qui dérivent de pratiques policières illégales, dont les données ont été manipulées de manière intentionnelle afin d'optimiser, par exemple, le pourcentage de réduction des crimes dans les rapports ou les statistiques. Donc, ces données-là sont plus tard révélées non valides, mais elles sont quand même intégrées dans des modèles d'entraînement tels que celui de Predpol. Un dernier exemple que je voulais vous partager de discrimination algorithmique commise sur les bases de la race et de la classe concerne l'application Compass, qui a aussi été évoquée dans la première présentation. Donc, Compass, qui est l'abréviation de Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit justement d'un algorithme d'évaluation judiciaire du risque de récidive développé par la compagnie américaine Northpoint. Et c'est un algorithme qui est utilisé dans le système judiciaire américain. Sa fonction, c'est de prédire la probabilité qu'une personne devienne ou non récidiviste. Donc, l'algorithme fournit justement des prédictions concernant la possibilité que la personne commette à nouveau un crime sous la forme d'un score. Donc, c'est vraiment ce score qui peut être utilisé dans le système de justice pénale américain pour fixer, par exemple, le montant de la caution, comme c'est le cas à Fort Lauderdale en Floride, ou de prendre des décisions encore plus fondamentales concernant la liberté des accusés. Donc, dans plusieurs États, comme en Arizona, au Colorado, au Delaware, au Kentucky, en Louisiane, en Oklahoma, en Virginie et au Wisconsin, les résultats de ces évaluations-là sont communiqués aux juges lors de la détermination d'une peine de prison. Donc, elles sont quand même utilisées dans ces processus décisionnels-là, dans ces États-là. Il y a des journalistes d'investigation, dont ProPublica, qui a justement enquêté sur cet algorithme-là et qui a découvert que la formule était particulièrement susceptible d'identifier à tort les prévenus noirs comme étant des récidivistes, et ça presque 2 fois plus souvent que les prévenus blancs. Ce modèle a prédit 2 fois plus de faux positifs pour la récidive chez les personnes noires, donc 44,9 %, que chez les personnes blanches, 23,5 %. Donc, on constate vraiment que l'algorithme est évidemment biaisé contre les personnes noires et donc qu'il augmente leurs chances d'incarcération.
Le score qui est produit par l'algorithme est basé sur 137 questions auxquelles les défendeurs répondent ou qui sont extraites de leur casier judiciaire. Donc, la race ne fait pas partie de ces questions-là et c'est la raison pour laquelle la compagnie Northpoint affirme que c'est impossible ou très peu probable que leur technologie discrimine sur les bases de la race. Par contre, ici, le problème de la formule, en fait, on se rend compte que les questions sont biaisées et qu'elles servent justement de proxy pour connaître la race des personnes évaluées. Donc, dans le formulaire, parmi ces 137 questions-là, on peut lire des questions comme les suivantes. Est-ce qu'un de vos parents ou un membre de votre famille a déjà été envoyé en prison? Combien de vos amis ou de vos connaissances ont déjà été arrêtés par la police? Ou encore, dans votre quartier, est-ce que certains de vos amis ou membres de votre famille ont déjà été victimes d'un crime? Donc, aux États-Unis, on sait que les personnes noires sont davantage surveillées, policées et incarcérées. Donc, inévitablement, on se retrouve dans des situations où il y a davantage de personnes noires qui vont répondre par l'affirmative à ces questions-là et donc faire augmenter leur score. Donc, en ce sens, ce qu'on comprend, c'est que la race est devenue tellement corrélée à d'autres statistiques sociales qu'en utilisant des données comme celle-ci, bien, ça donne lieu à une forme d'automatisation du profilage racial qui s'effectue sous le sceau de l'impartialité. On en revient à la question de la prétendue neutralité technologique que j'évoquais au début de ma prise de parole. Donc, sur le plan algorithmique, avec le code de Compass, on se retrouve face à une situation où bien, il y a une corrélation biaisée entre les questions qui sont posées et les données avec lesquelles l'IA travaille, ainsi qu'avec le réel taux de récidive chez les prévenus. Donc, comme on peut le constater avec ces deux exemples-là, l'intelligence artificielle, elle interfère avec les vies et les corps de milliers de personnes et que ces IA ne sont pas à l'abri de reproduire des pratiques de profilage racial sur un ensemble de plans, que ce soit administratif, légal ou carcéral. Hein, au contraire, elles réactualisent ces formes de discrimination, elles en produisent des nouvelles itérations. Donc, je voulais terminer un peu avec une citation de Cathy O'Neill, qui est extraite de son livre Weapons of Math Destruction. Donc, la citation qui va comme suit, que je vous lis. Donc, l'utilisation du big data codifie le passé. Il n'invente pas le futur. Pour ce faire, il faut de l'imagination morale et c'est quelque chose que seuls les humains peuvent fournir. Nous devons intégrer explicitement de meilleures valeurs dans nos algorithmes en créant des modèles de big data qui se soumettent à des normes éthiques. Un processus qui impliquera de faire passer l'équité avant le profit. Et donc, pour conclure, au-delà des mots de Cathy O'Neill, je vous ai préparé des ressources supplémentaires. Donc, si vous voulez prendre une capture d'écran, si vous êtes intéressé à poursuivre la réflexion sur le sujet, j'ai indiqué quelques ouvrages dont je recommande la lecture pour bien s'introduire à ces questions-là. Et aussi le documentaire Coded Bias qui suit l'affaire de Joy Buolamwini de près, qui avait été aussi évoquée dans la première conférence. Donc, un documentaire assez intéressant pour bien s'introduire au sujet. J'ai aussi mis des liens URL vers le AI Now Institute de l'Université de New York et vers le Gender Innovation Center de l'Université de Stanford, qui sont deux instituts ou deux centres de recherche qui produisent des rapports vraiment passionnants là, sur le sujet, là, des rapports vraiment très, très stimulants à consulter. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup.